Euh, Bonsoir à tous. Merci encore de nous avoir rejoints ce soir pour cette session Le Point Infectiologie en partenariat avec la SPILF et la revue Infectious Disease Now. Nous sommes heureux de reprendre cette série ce soir avec la session de ce soir avec Dr Amandine Gagnon-Prenant qui nous rejoint pour une présentation sur les variants et vaccins Covid. Leur efficacité, l'évolution vers des rappels multiples. Donc, docteur Gagnon-Brunant, bonsoir. Vous êtes maître de conférence au CHU de Saint-Étienne et vous êtes là donc, ce soir pour nous parler de ce sujet-là en particulier. Donc, je vous invite je vous donne la main pour partager votre écran et ainsi vous pouvez commencer votre présentation. Et entre-temps, je profite de ce moment pour rappeler à nos participants qu'il est possible de poser vos questions en utilisant la box que vous voyez, Q&R, donc questions et réponses. Vous pouvez vous poser toutes vos questions dans ce box-là et on essaiera de répondre au maximum de questions vers la fin de la présentation. Donc, merci à tous et je vous laisse la main, docteur. Merci beaucoup. En tout cas, merci à la SPILF revue et Elsevier de m'avoir proposé de faire cette présentation ce soir sur les variants vaccins Covid, efficacité et évolution vers des rappels multiples. Donc, c'est ce qu'on va essayer de discuter ensemble ce soir. Rapidement, mes liens d'intérêt de l'investigation clinique essentiellement, avec en particulier dans l'essai Ensemble 2 et dans des essais académiques, puisque je suis membre d'un CIC 1408 dédié à la vaccinologie et actuellement, je suis en mobilité universitaire au CIC Cochin-Pasteur et j'ai quelques interventions ponctuelles avec Sanofi et MSD, mais rien en lien avec les vaccins Covid. Rapidement, ce petit tableau de synthèse qui avait été présenté à la CIP aux États-Unis au mois d'août sur l'efficacité et l'immunogénicité des vaccins face aux variants viraux avec 3 variants of concerns, 4, alpha, bêta, gamma et delta. Sur le plan de l'échappement immunitaire, celui qui embête le plus, c'est le variant bêta. Et le variant delta, qui finalement aujourd'hui est le variant largement majoritaire partout dans le monde, pose le problème possiblement d'un échappement immunitaire, mais surtout d'un risque de transmission accrue. Donc, on va essayer d'explorer un peu tout ça, puisque c'est celui qui nous pose actuellement problème. Donc, en fait, de cette question, m'en sont venus 5, auxquelles je vais essayer de contribuer à répondre ce soir. Est-ce que le variant Delta échappe effectivement à l'immunité post-infection et post-vaccinale ? Pourquoi on observe une moindre efficacité des vaccins au cours du temps et en particulier à partir de 6 mois? Comment peut-on améliorer l'efficacité de ces vaccins? Et est-ce que les autres variants of concerns ou variants of interest doivent nous faire peur, en tout cas à l'heure actuelle? Et puis aussi la question des convalescents qui reçoivent aujourd'hui qu'une seule dose de vaccin. Est-ce que dans le contexte de cet échappement immunitaire, de cette diminution de l'efficacité vaccinale, est-ce qu'il faut changer les choses? Alors, pour commencer un petit peu d'immuno sur vraiment la neutralisation in vitro de ces variants of concerns. Donc, simplement, on va d'abord commencer par discuter parce que c'est celui qu'on voit tous les jours. Effectivement, face aux anticorps monoclonaux qui peuvent être utilisés en traitement préemptif ou en traitement précoce de la COVID-19, on se rend compte qu'effectivement, le variant Delta pose problème pour en particulier le bamlanivimab. Le variant Delta, ici, il est en rouge, donc il n'est quasiment pas neutralisé par cet anticorps qui était dans la bithérapie Lilly. Concernant la bithérapie Régénéron, qui est celle qu'on utilise aujourd'hui, finalement, il y a quand même une bonne neutralisation du variant Delta avec le casirivimab et l'indevimab. Si on s'intéresse par contre aux convalescents vaccinés et aux patients naïfs vaccinés, donc les convalescents dans la cohorte de Strasbourg, à 12 mois, non vaccinés, on remarque qu'il n'y a quasiment pas d'activité de neutralisation sur les 2 variants of concerns qui peuvent nous poser problème, le bêta et le delta. Donc effectivement, on voit bien que les convalescents, finalement, ne neutralisent pas bien ce variant-là, alors que finalement, il y a quand même à 1 an une activité de neutralisation sur le variant alpha. Si on s'intéresse par contre à ces mêmes convalescents, cette fois-ci, enfin cette même population de convalescents, cette fois-ci vaccinés, on voit qu'on a quand même une activité de neutralisation assez intéressante avec les variants bêta et pour les variants bêta et pour les variants delta.
Si par contre, on s'intéresse aux vaccinés, à 3 semaines avec le vaccin de Pfizer, on voit bien que là aussi, il y a un problème de neutralisation, puisque pour les variants bêta et pour les variants delta, on a finalement très peu de personnes qui vont avoir une activité neutralisante suffisante. À 8 semaines, par contre, pour le variant Delta, on voit que c'est finalement pas si mal. La majorité des vaccinés va effectivement avoir une activité neutralisante. Concernant le vaccin AstraZeneca, on a la même chose pour Beta et Delta, c'est-à-dire que après la première dose, on voit bien qu'on a trop peu d'individus qui vont avoir une activité de neutralisation. Et par contre, on a quand même une activité de neutralisation assez satisfaisante à 16 semaines, donc après la deuxième dose. Si on s'intéresse plus spécifiquement aux variants Delta avec le vaccin Pfizer, globalement, on voit bien que le Delta avec 2 doses, par rapport à des variants des souches plus historiques, on n'a pas de grosse différence de l'activité neutralisante. Donc finalement, avec 2 doses de vaccin, l'activité neutralisante, quel que soit le vaccin, est assez satisfaisante sur le variant Delta. Par contre, effectivement, sur le variant Beta, ce n'est pas extraordinaire. Alors, qu'en est-il de l'efficacité vaccinale? Alors, on a les données des essais de phase 3 des 3 principaux vaccins, Pfizer et Moderna, et les données à 6 mois. Donc, effectivement, même dans l'essai de phase 3, chez Pfizer, on observe une efficacité qui est de l'ordre de 83% à 6 mois. Et on sent qu'à partir de 5-6 mois, il y a une petite perte d'efficacité. Chez Moderna, l'efficacité à 6 mois est de l'ordre de 93%, donc elle est finalement supérieure à l'efficacité observée avec le vaccin Pfizer. Et on va dire qu'il y a trop peu d'événements pour vraiment observer une vraie différence d'efficacité à 6 mois. Concernant les données avec le vaccin, elles viennent d'être publiées. Alors, on n'est pas du tout à 6 mois, hein, c'est les essais de la phase 3 qui viennent d'être publiés. Donc, on est plutôt de l'ordre de 4 mois de suivi. Et on a une efficacité sur les Covid symptomatiques, mais légèrement symptomatiques, de l'ordre de 74%. Et une efficacité conservée à 94% sur les Covid sévères, mais avec un intervalle de confiance qui est quand même relativement large, entre 53 et 99%. Donc ça, on est sur les données des essais de phase 3 pour les 3 vaccins. Si on s'intéresse à l'efficacité vaccinale en vraie vie, et en particulier au Royaume-Uni, et qu'on compare cette efficacité vaccinale entre le variant alpha et le variant delta, le premier enseignement qu'on peut en retirer, c'est que quel que soit le vaccin, on a une baisse importante de l'efficacité lorsqu'on est à une seule dose de vaccin. Donc, effectivement, ça peut tout à fait être lié à finalement la faible activité neutralisante après une dose sur le variant Delta. Après la dose 2, on a aussi, quel que soit le vaccin, une baisse de l'efficacité observée, mais qui reste quand même assez satisfaisante, de l'ordre de 80%. Cette efficacité, elle est de 88% avec le vaccin Pfizer et 67% avec le vaccin AstraZeneca sur des formes symptomatiques. Ça, c'est une autre représentation de cette problématique. Pour ici, l'efficacité après une dose, on voit bien que l'effet, il est majeur pour AstraZeneca et il est probablement là, mais les intervalles de confiance se chevauchent pour le vaccin Pfizer. Par contre, quand on est à 2 doses, effectivement, on a une différence significative entre le variant alpha et le variant delta pour le vaccin Pfizer. C'est moins évident pour le vaccin AstraZeneca, mais avec une efficacité qui quand même est de toute façon moindre avec le vaccin AstraZeneca. Alors aux États-Unis, ici, on dans ce papier qui vient d'être publié dans le New England, mais on peut le supposer qu'effectivement, il y a un problème avec le variant Delta, mais on peut surtout aussi supposer qu'il y a un problème avec le délai lié à la vaccination, puisqu'ils ont comparé l'efficacité vaccinale dans des cohortes de soignants entre les mois de mars, avril, mai, juin, et on voit bien une baisse majeure de cette efficacité sur les infections symptomatiques, alors globalement pas aussi symptomatiques, hein. On écouvillonne les professionnels de santé dès qu'ils ont le nez qui coule. Donc globalement, on a une efficacité vaccinale qui passe au mois de juin de 94% à 65,5% au mois de juillet, parallèlement avec l'arrivée sur le territoire. Je crois que fin juin, on est à peu près à 38% de variant Delta et au mois de juillet, on est à 80% de variant Delta aux États-Unis.
Pareil, chez des données en vraie vie, chez les Norvégiens, donc cette fois-ci en population générale, avec le variant Delta, une efficacité vaccinale après 2 doses qui est de l'ordre de 65%, elle était de 22,4% avec une seule dose, et alors qu'elle était à 84,4% chez les patients, enfin chez les personnes complètement vaccinées avec le variant Alpha. Alors, il y a une petite particularité quand même en Norvège. Ici, on est sur toute infection confondue, donc aussi des gens asymptomatiques. C'est qu'en Norvège, on vaccine donc avec les vaccins ARN et également le vaccin AstraZeneca. Et chez tous les immunocompétents, le délai, c'est 12 semaines, quel que soit le vaccin. Donc, peut-être qu'on peut se poser la question de l'effet délai entre 2 doses. Aux États-Unis, la même chose, on est sensiblement dans les mêmes chiffres. Pareil, là, cette fois-ci, chez des professionnels de santé, donc des tableaux finalement peu symptomatiques, 66% d'efficacité avec le variant Delta contre 91% avec la période pré-Delta. Mais qui dit période pré-Delta aussi dit des gens qui sont vaccinés, enfin le délai entre vaccination et infection est aussi nettement plus courte que dans la période Delta, où là, on arrive chez des gens qui sont vaccinés déjà depuis plus de 6 mois. Ici, aux États-Unis, donc là, c'est pour simplement, là, on ne sait pas du tout si on est en période pré-Delta, post-émergence du Delta ou pas, mais simplement pour remontrer cette différence d'efficacité chez les professionnels de santé sur l'infection entre le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer, où effectivement, on a une meilleure efficacité du vaccin Moderna, même si on a toujours 10% de différence d'efficacité. Par contre, ce qu'on pense commencer à venir poindre dans cette série, c'est que plus on s'éloigne de la deuxième dose de vaccin, plus l'efficacité a tendance à diminuer. Alors, bien entendu, pas de grosses différences significatives, mais on a quand même une tendance. Alors ça, ce sont les données qui ont été présentées à la CIP la semaine dernière et qui nous aident un petit peu à comprendre ce qui se passe. Donc en particulier, ici en rouge, vous avez les gens qui sont vaccinés depuis 5 à 6 mois et en violet, les gens qui sont vaccinés depuis plutôt 3 à 4 mois. Et ici, en parallèle, en fonction de la zone, on voit ce qui est prédominant. Donc, on voit bien qu'à partir de fin juillet, on est à 96%, quasiment 100% de variant Delta. Et globalement, il y a beaucoup plus d'échecs vaccinaux chez les gens qui ont été vaccinés depuis 5 à 6 mois par rapport à ceux qui ont été vaccinés depuis 3 à 4 mois. Donc, il y a probablement quand même un déclin de l'efficacité qui n'est pas complètement uniquement dépendante, en tout cas, du variant Delta, mais surtout de ce délai lié à la vaccination. Ici, on est chez 5,6 millions d'Américains qui sont tous âgés de plus de 65 ans. Donc ici, ils ont voulu regarder s'il y avait une différence uniquement chez ces plus de 65 ans en fonction de l'âge, c'est-à-dire 65-74, 74-85 et au-delà de 85 ans. Et globalement, sur le risque d'infection, il n'y a pas vraiment de différence en fonction du groupe d'âge chez les gens qui ont été vaccinés, donc sur le risque d'échecs vaccinaux, au-delà de 65 ans, bien entendu. Par contre, si on regarde les hospitalisations, il y a effectivement chez les gens qui ont été vaccinés depuis plus de 5 à 6 mois une augmentation du risque d'hospitalisation, même s'ils ont été vaccinés 2 doses, par rapport à ceux qui ont été vaccinés plus récemment. Et probablement que là, l'âge intervient, c'est-à-dire que les plus de 85 ans ont plus de risques d'être hospitalisés. Alors, puisqu'on a vu qu'initialement, le vaccin Moderna en vraie vie est plus efficace que le vaccin Pfizer, est-ce qu'il y a plus d'échecs vaccinaux en proportion avec Pfizer qu'avec Moderna? Alors, c'est vrai, hop, ici, vous avez en rayé Moderna, en rouge, donc toujours avec ce décalage 5 à 6 mois et 4 mois, et en rouge, en foncé, le vaccin Pfizer. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une différence significative entre les deux vaccins lorsqu'on est dans la phase initiale. Par contre, il y a presque autant, en tout cas la différence n'est pas significative, d'échecs vaccinaux avec le vaccin Moderna au-delà de 6 mois après la vaccination.
Alors là, une représentation un peu différente dans tous les groupes d'âge de l'évolution de l'efficacité vaccinale au cours du temps aux États-Unis. Donc, avec les différents vaccins, donc Pfizer, Moderna et le vaccin de Janssen. Les courbes vertes, elles sont volontairement courtes parce qu'elles s'arrêtent, puisque c'est l'ère pré-delta. Et les courbes rouges, maintenant, c'est l'ère post-delta et c'est le risque d'infection par rapport, enfin, l'efficacité vaccinale par rapport à la deuxième dose, l'administration de la deuxième dose de vaccin. Et on voit bien que pour Pfizer, quel que soit le groupe d'âge, on a une baisse de l'efficacité, qu'on l'observe également sur Moderna, mais comme il part de plus haut, entre guillemets, on n'a pas, à l'arrivée, il reste plus efficace. Par contre, un peu curieux, mais ça mérite quand même de s'y arrêter, c'est que pour le vaccin de Janssen, qui est administré qu'à une seule dose aux États-Unis, on observe une augmentation de l'efficacité lorsqu'on est à la distance de l'injection et même dans la période post-delta. C'est à explorer, peut-être que dans les stratégies pour optimiser et réaugmenter l'efficacité vaccinale, il ne faut pas complètement jeter les vaccins à vecteur viral. Alors, est-ce qu'il y a un fondement, est-ce que c'est simplement lié au fait que les charges virales sont plus élevées quand elles sont transmises, à la transmissibilité accrue du variant Delta, ou est-ce que vraiment il y a une explication immunologique à ces échecs vaccinaux? Et effectivement, lorsqu'on s'intéresse aux professionnels de santé et qu'on compare le taux d'anticorps, le taux de neutralisation dans la période pré-infection, enfin péri-infection, entre les cas et des sujets contrôle, on se rend compte que le taux d'anticorps neutralisant est quand même bien plus faible chez ceux qui vont être infectés en dépit de la vaccination. Et même, c'est ceux qui ont été les moins répondeurs au pic après la vaccination. Et de manière assez jolie, on observe une corrélation entre les CT et le titre d'anticorps autour de l'infection. Donc finalement, on voit, cela signifie que ceux qui ne répondent pas bien à la vaccination parce qu'au pic, ils ont un taux d'anticorps neutralisant qui est moindre, finalement, ils vont s'infecter effectivement plus facilement et en plus avec des charges virales plus élevées. Donc, on peut se poser la question de l'intérêt de la surveillance, en particulier des personnes à haut risque et des soignants. Alors, est-ce que ce phénomène était attendu, de voir cette baisse de l'efficacité? J'ai envie de dire que oui, parce qu'il y a cette très belle publication qui est un peu visionnaire, puisqu'elle a été publiée dans Nature Medicine en juillet, donc finalement avant que le variant Delta soit extrêmement majoritaire, et il compare en fait le niveau de neutralisation par rapport à des convalescents conférés. Les convalescents sont ici par rapport à des différents vaccins sur le marché. Donc, on voit ici le Moderna, ici le Novavax, ici le Pfizer, et ici les vaccins Janssen et AstraZeneca, et leur efficacité. Donc, visiblement, on voit bien qu'il y a un lien entre efficacité vaccinale et, un lien très probable entre efficacité vaccinale et taux de neutralisation. Encore plus intéressant, ils ont modélisé l'évolution de l'efficacité au cours du temps en fonction du taux d'efficacité initial du vaccin. Donc effectivement, si j'ai un vaccin très efficace, à 250 jours, je suis encore très efficace. Par contre, j'ai un vaccin à 90% efficace, qui était quand même déjà très, très bien initialement, on s'attend à avoir une baisse de l'efficacité jusqu'à 75-80%. Et ça, en nombre de patients hospitalisés, en nombre de patients infectés, c'est exponentiel quand on a un variant extrêmement transmissible comme le variant Delta. Ici, ils ont même modélisé le temps avant d'avoir besoin de réaliser des injections de rappel en fonction de l'efficacité initiale et surtout en se mettant des seuils. Je vous rappelle qu'initialement, la FDA avait dit qu'on accepterait des vaccins s'ils étaient efficaces à 50%. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris ce seuil et ils ont pris aussi le seuil à 70%. Et on voit bien que si on a un vaccin efficace à 90% initialement, pour atteindre 70% d'efficacité, il faut qu'on arrive à 200-250 jours. Donc, si on rajoute là-dessus un variant qui échappe un petit peu et cette diminution de l'efficacité attendue parce qu'on a une baisse de notre réponse immunitaire au cours du temps, on voit bien qu'à 6 mois, on commence à se poser la question des injections de rappel. Et on rajoute là-dessus dans le modèle
qu'effectivement, le variant se lie moins à nos anticorps neutralisants. Donc, un variant qui se lie 5 fois moins, et ben voilà la modélisation. Et on voit bien qu'avec un vaccin initialement efficace à 90% sur la souche sauvage, ben si on a un variant qui se fixe 5 fois moins, enfin, que ces anticorps neutralisants fixent 5 fois moins, et ben on voit bien qu'on arrive à une taux d'efficacité qui n'est plus que de 60-65% au cours du temps. Je trouve que c'est assez esthétique de voir qu'on avait pu finalement modéliser ce qui nous arrive. Effectivement, il y a une véritable réduction de cette neutralisation au cours du temps. Et là, je vous ai pris l'exemple du vaccin finalement le plus efficace et probablement le plus immunogène, qui est le vaccin Moderna. Et on voit bien qu'au cours du temps, alors pour le variant Delta, la courbe, il faut me croire, elle est ici. Et on voit bien que finalement, même si on a une activité neutralisante qui reste satisfaisante, elle diminue à partir de 40 jours après l'injection jusqu'à 209 jours. Donc, on arrive bien dans ce qui a été modélisé. Alors, quelle solution pour essayer de limiter les dégâts entre guillemets? Les rappels, on va en reparler. L'adaptation des vaccins à ARN messager aux nouveaux variants. Est-ce que les schémas hétérologues pourraient être une réponse? Et est-ce que l'intervalle entre deux doses pourrait permettre d'augmenter l'efficacité des vaccins? Alors, vous avez tous entendu parler de cette publication dans le New England Journal of Medicine des Israéliens. Et vraiment, les Israéliens, c'est presque l'illustration qu'au-delà de l'émergence du variant Delta, le fait d'être au-delà de 5 à 6 mois de la vaccination, ça fait perdre nettement de l'efficacité. Donc là, ils ont donc proposé les injections de rappel et effectivement, on voit que le risque d'hospitalisation et de formes graves chez les patients qui n'ont pas eu leur rappel est 19 fois supérieur à celui observé chez les gens qui ont eu leur dose de rappel. Donc effectivement, stratégie qui apparaît efficace, mais efficace pour qui et surtout, finalement, quel sera le rapport bénéfice-risque? Alors, si on s'intéresse à l'immunogénicité de ces doses de rappel, Moderna a modélisé les choses avec, je vous rappelle que Moderna, dans les injections initiales, on est à 100 microgrammes d'ARN messager. Là, ils ont proposé une dose de rappel à 50. Et en fait, on observe une augmentation et une neutralisation tout à fait satisfaisante contre les variants d'intérêt qui sont ici après l'injection de rappel. Donc, a priori, une demi-dose de rappel avec le vaccin Moderna permet de restaurer une activité de neutralisation sur les variants tels que le variant Delta. Alors, le bénéfice et le risque de faire ces injections de rappel qui finalement ont un bénéfice clinique et un bénéfice sur l'immunogénicité post-vaccinale, est-ce qu'il est chez tout le monde? Donc là, c'est vraiment que de la simulation et c'est de la simulation du rapport bénéfice-risque chez les 18-29 ans aux États-Unis en partant de l'efficacité vaccinale pré-injection de rappel et en voyant quel était le nombre d'hospitalisations évitées pour Covid et le nombre de myocardites qu'on aurait engendré avec cette vaccination. On voit bien que globalement, quand on a un vaccin très efficace à 95%, il ne faut surtout pas faire d'injection de rappel à des 18-29 ans. Par contre, et là, on est très probablement plutôt de l'ordre de 85% sur la réduction du risque d'hospitalisation ou 90%. On voit que là, par contre, on réussit à éviter des hospitalisations finalement dans une proportion plus importante que le nombre de myocardites engendrés. On est sur 1 million de doses administrées. Néanmoins, peut-être que d'éviter sans hospitalisation, est-ce que c'est coût efficace chez les sujets de 18 à 29 ans? Ça reste à démontrer. Parce qu'effectivement, si on représente les choses autrement, il faut vacciner 480 personnes de plus de 65 ans pour éviter une hospitalisation dans les 6 mois. Par contre, 2051 chez les 50-64, et on voit bien qu'il faut vacciner près de 9000 personnes de 18 à 29 ans pour éviter une hospitalisation. Donc, ça reste tout à fait discutable sur le plan coût-efficacité, alors que ça l'est beaucoup moins naturellement chez les sujets âgés. Chez les gens qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, est-ce que l'administration d'un rappel du vaccin AstraZeneca va permettre de restaurer une activité de neutralisation? Effectivement, même sur le variant Delta, on observe, et sur le variant bêta, une augmentation de la neutralisation après l'injection d'une dose de rappel AstraZeneca.
Donc, ça peut éventuellement être une stratégie qui reste à démontrer. Alors, quid des schémas hétérologues pour lesquels on avait des données, en tout cas sur le variant alpha, qui montraient que globalement, c'était presque mieux que d'avoir 2 doses d'un vaccin homologue et d'un vaccin de Pfizer. Donc ici, c'est uniquement un papier sur le variant Delta. On voit bien qu'une seule dose de vaccin AstraZeneca, ce n'est pas top sur le plan de la neutralisation, voire quasiment inefficace. Et on voit bien aussi ici qu'à 2 doses, c'est pas le top. Et qu'effectivement, on a une augmentation notable de la neutralisation lorsqu'on adjoint, après une dose du vaccin AstraZeneca, le vaccin Pfizer. Par contre, à côté, on a le graphique à la même échelle et finalement, le schéma à double dose de vaccin de Pfizer est un peu supérieur en termes de neutralisation. Enfin, c'est même des titres réciproques, donc c'est finalement assez important par rapport au vaccin, au schéma hétérologue. Donc finalement, c'est peut-être pas la stratégie, en tout cas avec le vaccin AstraZeneca, et dans ce sens-là, qui pourrait être satisfaisante. À la question, est-ce qu'il faut adapter les vaccins ARN pour les rappels? Alors, Moderna a répondu, donc dans ce papier, je vous avais déjà présenté l'effet de la demi-dose du booster avec le vaccin Moderna. Et bien, ici, ils ont modifié pour essayer de se calquer 2 autres vaccins pour les rappels aux différents variants circulants. Et en fait, il n'y a pas vraiment de différence en termes d'activité neutralisante. Par rapport au fold change, on est toujours dans la même proportion. Donc finalement, le plan de Moderna, c'est plutôt de partir sur un rappel avec le même vaccin, à demi-dose par contre. Alors, l'intervalle entre 2 doses, pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, effectivement, on se rend compte que lorsqu'on élargit le temps entre les 2 doses de vaccin, le titre d'anticorps augmente notablement ici et que finalement, donc là c'est la deuxième dose qu'on fait là. Et finalement, on voit que plus on attend entre 2 doses, plus on a un taux d'anticorps. Le problème de cette stratégie, c'est qu'on a bien vu qu'en termes d'efficacité, d'avoir qu'une seule dose, c'était quand même pas suffisant. Donc, c'est un petit peu ennuyeux, mais c'est peut-être quelque chose à prendre en compte pour déterminer le timing des stratégies de rappel et pas être non plus trop pressé pour le rappel chez les gens qui ont reçu 2 doses. Des données assez intéressantes aussi et qui peuvent expliquer pourquoi Pfizer est peut-être un peu moins efficace que Moderna au-delà de l'effet dose. C'est aussi l'effet intervalle de temps. Et ça, c'est des données qui ont été publiées au Québec et qui regardent l'efficacité vaccinale en fonction du délai entre les 2 doses de vaccin, que ce soit du vaccin Moderna, Pfizer ou AstraZeneca. Ils n'ont pas suffisamment d'hospitalisation avec AstraZeneca pour montrer les données d'hospitalisation avec AstraZeneca. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'efficacité elle est maximale chez les gens qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin pour les vaccins ARN messagers avec un délai de 7 à 8 semaines. Donc finalement, ça donne presque raison à la stratégie qui avait été utilisée en Grande-Bretagne et utilisée aussi chez nous, d'espacer de 4 à 6 semaines, voire à 6 semaines, les injections entre 2 doses lorsqu'on était dans une période de circulation virale raisonnable et avant l'arrivée du variant Delta. Donc effectivement, je pense que les résultats confirment cet avis HAS et la recommandation d'administrer une dose de rappel, en tout cas pour tous les plus de 65 ans. Et les personnes présentant des comorbidités, alors là, je n'ai pas trouvé de données spécifiques chez ces patients-là encore, que finalement, alors je ne les ai pas montrées là, mais les données de réactogénicité sont tout à fait satisfaisantes avec des 3e doses et que le profil de tolérance est acceptable. Le délai minimal, effectivement, 6 mois, et c'est corroboré par le fait qu'il ne faut pas forcément injecter trop vite pour avoir la meilleure réponse immunitaire. Et donc, la HAS propose, et maintenant, c'est ce qui va se faire un peu de partout, l'administration concomitante du rappel de vaccin Covid-19 avec le vaccin contre la grippe saisonnière. Concernant les convalescents, donc, et le variant Delta, on voit bien que celui-ci pose plus de problèmes. Alors, que doit-on faire? Est-ce qu'il ne faut pas se poser les questions de les vacciner avec 2 doses? Donc là, ici, vous avez les variants of concern, c'est en particulier bêta et delta. En bleu foncé, ce sont les convalescents avec une forme sévère.
et en bleu clair, les convalescents avec une forme modérée. On voit bien que sans vaccination, globalement avec les variants bêta ou avec les variants delta, l'immunité, et en particulier quand on a eu une forme très peu sévère, elle n'est pas très bonne. L'activité de neutralisation est mauvaise. Par contre, là, tous les gens ne reçoivent qu'une seule dose de vaccin. Et on voit bien que ce soit pour le variant bêta ou pour le variant delta, que quel que soit d'ailleurs, et pour le variant delta, quel que soit le degré de sévérité initiale de l'infection, on a une bonne augmentation de la neutralisation. Donc, a priori, il n'y a pas lieu de changer les recommandations et c'est surtout bien meilleur que ici, les 2 doses chez le naïf. Que doit-on penser donc des autres variants of concerns? Donc, globalement, ici, c'est une publication en préprint et on voit bien que pour les sérums de convalescents, on retrouve notre variant bêta qui nous pose problème, on retrouve notre variant delta, mais finalement, ce n'est pas si catastrophique que ça, et on trouve le variant mu, où là, vraiment, par rapport aux souches initiales, il y a une perte, il y a un facteur 12 de réduction en tout cas, il faut de la neutralisation. Chez les patients vaccinés avec le vaccin de Pfizer, c'est la même chose, le variant mu échappe encore un peu plus que le variant bêta à l'immunité post-vaccinale. Alors après, il faut quand même imaginer avant de paniquer que ce n'est pas parce qu'il y en a un qui échappe sur le plan immunitaire qui va avoir un avantage de sélection, et en particulier par rapport au variant Delta. Donc, je vous ai mis ici les phénomènes de circulation actuellement des différents variants d'intérêt. On voit bien que Beta, qui est un peu plus ancien, finalement, n'a pas réussi à prendre le pas alors qu'il échappe plus que le variant Delta. Donc, il n'y a pas uniquement l'échappement immunitaire qui participe. Et pour le moment, le variant mu, il est extrêmement minoritaire. Je crois que dans le dernier séquençage, dans les dernières enquêtes de séquençage de Santé publique France, on est de l'ordre de 0,01% de variants mu dans les séquençages. Donc, en résumé, on pourrait dire qu'il y a 3 phénomènes pour expliquer la réduction de l'efficacité des vaccins. Un échappement immunitaire modéré de Delta, c'est clair, on a des données in vitro qui le montrent, mais qui n'est pas catastrophique. Le déclin de la réponse immunitaire avec le temps, qui est observé probablement avec tous les vaccins à ceci près de ces données un peu troublantes d'efficacité en vraie vie de Janssen aux États-Unis. Aussi, finalement, probablement une réduction des mesures barrières qui explique qu'il y a un peu plus de transmission. Donc, l'efficacité en vraie vie, elle est aussi affectée par les autres mesures. La réduction de l'efficacité des vaccins, elle est sensible sur les infections, mais quand même, elle n'est pas majeure sur les formes sévères conduisant à une hospitalisation, sauf peut-être chez les plus de 65 ans. L'efficacité initiale est plus importante avec Moderna, probablement liée à l'effet dose ou à l'effet lié à l'intervalle entre les 2 doses ou un facteur des 2. Et finalement, ça pourrait rendre ce vaccin intéressant dans les stratégies de rappel. L'intérêt des rappels pour les vaccins ARN messagers chez les plus de 65 ans est acquis. Le bénéfice est moins clair chez les plus jeunes. Alors, le rapport bénéfice-risque semble favorable, mais est-ce que c'est coût efficace? Je ne sais pas. Les convalescents vaccinés semblent être protégés d'infection à variant Delta avec un schéma à une seule dose. Donc, pour le moment, il n'y a pas lieu de changer cette recommandation, à mon sens. Et pour le moment, les autres variants d'intérêt ou variants of concerns, finalement, avec un échappement immunitaire plus important, ne sont pas une menace imminente compte tenu de la circulation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Gagnon-Brunan. Alors, on a reçu plein de questions dans la box questions et réponses. On va essayer de répondre à quelques-unes. Je vous propose de répondre à la première. Donc, d'après la biblio de votre présentation, est-ce que nous nous orientons vers des rappels systématiques tous les 6 mois pour les patients de plus de 65 ans et annuels pour les plus jeunes, et est-ce que ceci est pour un nombre indéterminé d'années? Alors, globalement, moi, je n'ai pas de réponse à apporter là avec les données qu'on a, parce qu'on n'a forcément pas de recul. On ne sait pas si on va avoir cet échappement immunitaire, finalement, si
la durabilité de la réponse immunitaire va être augmentée par ces doses de rappel. Donc, c'est difficile de répondre à cette question et ça dépend aussi de la circulation virale et de l'évolution vers le mode endémique ou non du SARS-CoV-2. Alors, même si l'évolution vers le mode endémique, elle fait maintenant, on va dire, plus vraiment de doute, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas les données pour dire qu'il faudra revacciner les plus de 65 ans tous les 6 mois. Ce n'est pas certain. Et les plus jeunes tous les ans. En tout cas, il faut au moins le faire actuellement compte tenu de la circulation virale et compte tenu de ce qu'on observe en perte d'efficacité vaccinale. Très bien, merci de votre réponse. Alors, on a une autre question concernant la baisse de l'efficacité vaccinale qui dit quel est l'impact de cette baisse sur la transmission de Delta et pas simplement l'infection, mais la transmission. Alors, effectivement, à partir du moment où on sait, je ne l'ai pas mis là parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de données sur la transmission. En tout cas, on sait quand même que dans des cohortes de soignants infectés, certains ont des charges virales, des infectés vaccinés, au moment du diagnostic et lorsqu'ils sont symptomatiques, voire même asymptomatiques, ils ont des charges virales qui sont équivalentes au diagnostic de patients non vaccinés, de sujets non vaccinés. Par contre, on sait que la décroissance de la charge virale est plus rapide chez les sujets vaccinés. Donc, en clair, on garde quand même une efficacité aussi de la vaccination sur la transmission parce qu'on va réduire le temps où les gens vont être contagieux. Et surtout, on ne sait pas non plus si les charges virales, les détections qu'on a, et je n'ai pas vu encore, alors on sait qu'il y a des transmissions à partir de patients, de sujets vaccinés, mais il y en a quand même beaucoup moins et probablement aussi que la charge virale ne nous permet pas de nous renseigner sur la viabilité du virus. Et donc, je n'ai pas vu comme ça, en tout cas, dans des choses publiées. Et il y a beaucoup de préprints sur la question et je n'ai pas eu le temps de tous les lire. Mais il est quand même probable que même à charge virale similaire, les sujets vaccinés transmettent moins. Probablement parce que ce n'est pas forcément du virus très viable. Très bien, merci de votre réponse encore. Et puis peut-être une dernière question avant parce qu'on dépasse un petit peu l'heure. Vous avez parlé des vaccins Pfizer et Moderna, mais est-ce que vous savez s'il existe des chiffres fiables sur l'efficacité à 6 mois des vaccins chinois et russes? Alors, je n'en ai pas vu, mais je n'en ai pas cherché non plus beaucoup parce que j'ai voulu me focaliser sur ce qui nous posait problème à nous. Ça marche. Bon, je pense qu'on a dépassé un peu l'heure, donc on va peut-être arrêter les questions. En tout cas, il y en a certains, j'ai vu certains qui ont été répondus dans votre présentation ou même là quand vous répondez aux questions. Donc merci à vous pour cette présentation et pour les réponses à toutes les questions. Merci aux participants aussi d'être là avec nous ce soir. Donc, si vous avez des questions que vous voulez adresser, n'hésitez pas à nous écrire sur cs.france@elsevier.com. On est à votre dispo et sinon, le replay de la session aussi va être disponible en ligne bientôt, très bientôt. Et vous allez recevoir ceci par email. Donc, merci à tous et à bientôt pour une prochaine session. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.